Aujourd'hui, on va parler du 100e singe, ou comment un individu peut changer le reste du monde. Lorsqu'on pratique un exercice physique, on fait un certain nombre de répétitions. Par exemple, si on arrête pendant des mois, voire des années, et qu'on revient à l'état musculaire initial, bon, il y a de quoi pleurer nos efforts, évidemment, mais à la reprise, des années plus tard, on fera malgré tout plus de répétitions que si on n'avait jamais pratiqué avant. Qu'est-ce qu'on a fait il y a des années à l'entraînement? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enseigné au cerveau que c'était possible. On va faire une petite balade. Dans les années 50, il a été acté que l'on ne pouvait pas courir le mile en moins de 4 minutes. Ça a été prouvé scientifiquement, c'est acté, c'est signé, c'est prouvé, c'est scientifique, méthode scientifique. Ça a été prouvé que c'était la limite inatteignable en fait de tout métabolisme humain. On ne pouvait pas aller au-delà, on ne peut pas courir plus vite. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais en 1952, un certain Roger Bannister, lui, il s'en bat les steaks de la science. Il a pété le record. Il a couru le miles en 1 minute 59. Suite à cet exploit, incroyable exploit, normalement on se dit c'était la limite inatteignable, le mec il a gratté une seconde, bon on peut pas faire mieux maintenant, on peut pas faire mieux que ce qu'on pouvait pas faire mieux. Et ben juste après qu'il ait fait ça, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, ils ont tous pété le record. Tout simplement, le simple fait de savoir que quelqu'un l'avait déjà fait a rendu cette chose impossible, tout à fait réalisable. Et finalement, c'était qu'une barrière mentale. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Bannister. Donc, la suite de l'histoire. Mais tous ces athlètes, me diras-tu, ils avaient l'information, c'est pour ça qu'ils ont battu leur corps. Donc si on n'a pas l'information, on ne peut pas savoir. Eh ben, il y a une étude qui va te retourner le cerveau et que moi j'adore, je te partage ça maintenant. Ça s'appelle la théorie du 100e singe et c'est vraiment de la bombe. A tout de suite ma couille. On est que deux, mais les journaux ils disent qu'on est trois. Il y en a 1, 2, 3. En 1952, décidément cette année-là. Cette année-là. Des éthologues japonais sur l'île de Koshima, qui est dans un archipel japonais, étudient le comportement des macaques japonais. Soit dit en passant, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment trop mignon ces petites bestioles. Tiens, je te mets une image. La guimauve sur fond d'accordéon. La guimauve rose ou mauve. Ah, t'as craqué, hein? Les éthologues vont donc donner des patates douces à ces petits singes. Et ces petits singes, ils aiment bien les patates douces, mais le problème c'est qu'il y a du sable sur la patate. Et du coup, le sable, c'est pas très bon, ils aiment pas trop. Et un jour, une macaque nommée Imo, alors c'est l'humain qui l'a nommée Imo, elle s'est pas nommée elle-même. Non. Ce prénom, c'est un petit détail qui a son importance parce que j'ai fait mes petites recherches et Imo en japonais ça veut dire patate douce. Donc du coup, si jamais tu vas au Japon et que tu cries famine, tu n'auras qu'à crier Imo, 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 Imo. Je viens de te sauver la vie. Et ben Imo, pas trop conne, elle se dit bah tiens, si je la plonge dans l'eau ma patate douce, ça va peut-être la nettoyer, ça va peut-être enlever le sable et ça va peut-être être meilleur. Alors elle a commencé à nettoyer sa patate, la petite Imo. Et au début, les autres macaques, ils la regardaient chelou, quoi. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? On n'a jamais fait ça. Non mais ça va pas. Non mais où est passée sa dignité, quoi. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Et de fil en aiguille, et surtout les petits singes, tu vois, parce que les vieux singes, les vieux macaques, tu vois, les habitudes ont la peau dure, hein. Mais ils ont commencé à l'imiter, puis ils se sont dit, tiens, c'est pas dégueu son truc, hein, j'aime bien. Donc ils ont commencé à tous laver leurs patates. Et de fil en aiguille, ce qui est intéressant, c'est que au fil des années, en 1958, il s'est passé un truc. C'est là où on parle du fameux 100e singe. Alors, c'est peut-être pas le 100e, c'est peut-être le, je ne sais pas moi, le 56e, c'est peut-être le 102e. On s'en fiche. C'est ce chiffre symbolique, c'est de savoir qu'il y a un moment, un individu de plus qui fait que tout le groupe a basculé et que tout le groupe s'est mis à nettoyer ses patates douces. C'est-à-dire toute l'île, absolument toute l'île, d'un coup comme ça, effet boule de neige. Incroyable. Et encore plus incroyable, c'est que sur les autres îles de l'archipel, alors même qu'ils n'ont pas eu de communication avec cette première île, eh ben les autres singes sur les autres îles ont également opté pour ce nouveau comportement qui était de nettoyer les patates douces. Un truc de dingue.
Finalement, une seule personne avec une vision suffisamment claire et définie peut faire basculer tout le groupe. La majorité des gens suivent le troupeau, et les gens sans objectif particulier et clair sont majoritaires. La nature nous apprend que lorsqu'un certain nombre d'individus a atteint un certain niveau de conscience, il peut exploser et se répandre. Et au moment où on atteint la masse critique, toute la communauté bascule d'un coup. C'est pas extraordinaire ça? À partir du moment où on acquiert une compétence jusque-là jamais atteinte, cette compétence peut d'une certaine manière s'étendre de manière énergétique dans l'espace-temps, et d'autres individus à travers le monde vont également développer cette même compétence. D'ailleurs, ça t'est jamais arrivé d'avoir une super idée et de te dire « Mince, il y a quelqu'un qui vient de me la piquer !» Mais oui, parce que ça c'est le fameux inconscient collectif dont on parlait dans la dernière vidéo. Emmener tous les individus vers une même direction avec une certaine force de conviction comme a pu avoir la petite Imo. Il y a un biologiste, j'aime bien, qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui comparait ce truc-là à une toile tendue sur laquelle on poserait une espèce de grosse boule ultra lourde. Du coup, la boule, automatiquement, va faire une flexion sur la toile. Et là, vous allez poser d'autres petites billes. Donc les petites billes, on comprend que ce sont des individus. Hein. La toile, c'est censé représenter la Terre, évidemment. Hein. Et les petites billes, il va y en avoir une qui va passer un petit peu autour, comme ça, puis plouf, qui va tomber dans le trou. Comme ça. Alors ça va un petit peu élargir le trou. Et puis plus il y en a qui vont tomber dans le trou, plus il y en a qui vont élargir le trou. Et puis à un moment donné, le trou est tellement énorme que personne ne s'en rend même plus compte. On tombe systématiquement dedans. Ça fait partie intégrante de notre réalité. Moralité, plus t'as des grosses boules, plus t'élargis le trou. Et en plus tu ramènes des copains. Je vais rajouter à ça un phénomène bien connu des neurosciences qui va apporter le point final à cette conclusion par rapport à l'esprit de conformité. Ouais, ça c'est pour tous les autres qui n'ont pas suivi, tu vois. Et quand même, ils vont suivre. Pourquoi? Accroche ta ceinture, on part dans l'expérience de l'âge. Surtout, on reste sereinement motivé. Ouais les mecs. En 1951, décidément ces années 50, c'est de la folie. Le psychologue Solomon Asch met en lumière le comportement de conformisme de l'être humain grâce à un test qui est relativement simple. En fait, un enfant peut le faire. Tout simplement, il y a 3 traits de tailles différentes. Et à côté, un trait qui a la même taille que un des 3 traits. Et il faut dire lequel a la bonne taille, quoi. Ouais, tout simplement. Le petit trait 1, le petit trait 2 ou le petit trait 3. Sauf que, forcément, il y a un sujet d'étude qui, lui, on va l'appeler le sujet, n'est pas au courant que, évidemment, tous les autres sont des complices. Et les autres donnant des fausses réponses, eh bien, rien que ce test extrêmement simple, il va y avoir plus de 36% de gens qui vont tomber dans l'erreur par effet de conformisme. 2. 36% c'est quand même assez énorme et ça monte jusqu'à 75% de personnes qui font au moins une erreur à ce test extrêmement simple. Alors qu'est-ce qui explique cet effet-là? Tout simplement, si on regarde ça d'un point de vue évolutionniste, si vous voulez, quand on était en savane, quand on était en forêt, enfin bref, depuis des centaines de milliers d'années d'évolution de l'espèce humaine, le fait d'être rejeté par le groupe nous invitait inévitablement à une mort, puisqu'on n'est pas capable de faire à peu près tout, le feu, tanner les peaux, chasser, cultiver, etc. Et donc du coup c'est cette notion de rejet qu'on a toujours en nous qui fait que on veut être accepté par le groupe. Ça se transmet dans la vie moderne, étant donné que l'être humain, s'il est seul, il meurt. Ça se transmet dans la vie moderne par une peur morbide en fait d'être rejeté systématiquement par le groupe. Donc faut pas se moquer en fait des gens qui se plantent à ce test. Tu aurais pu te planter aussi, et il faut savoir que ce genre d'expériences qui sont effectuées comme ça avec des petits traits c'est rien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement au courant de tous ces mécanismes qu'on a dans l'esprit et qui les utilisent parfaitement bien. Cet esprit de conformité, cette envie d'être accepté par le groupe, on la ressent aussi quand par exemple tu veux aller aborder un inconnu, une inconnue, quand tu dois prendre la parole en public, ce genre de choses. Parce que ça te ramène à cette peur morbide tout le temps d'être
expulsé par le groupe et donc de mourir. Ce que démontre l'expérience de H, c'est que lorsqu'on a acté quelque chose comme normal pour le groupe, bah du coup, par peur du rejet, tout le monde s'y formate. Ça te rappelle rien? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut se demander, c'est qui sera l'élément déclencheur qui fera que, comme sur une balance, il y aura le milligramme de trop pour faire basculer le monde. Qui sortira le monde de cette folie? Qui sera le 100e singe? Qui? Peut-être toi? Qui sait? En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je te demande de mettre un bon gros like, et puis je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Tu me filmes un peu une fois? Et surtout les gens, n'oubliez pas... Restez sereinement motivés. Hey!